Aujourd'hui, on accueille une invitée un peu particulière, de celle qu'on n'a pas souvent l'habitude de recevoir ici aux médias. Il s'agit d'une fonctionnaire de police, toujours en fonction, qui nous apporte un document exceptionnel. C'est un carnet, un journal que cette fonctionnaire tient depuis son entrée dans la police nationale et qui témoigne des nombreuses situations de racisme et d'extrême violence auxquelles elle a assisté ou dont elle a été victime. Bonjour, bienvenue, merci d'être ici. Bonjour. Tout d'abord, pourquoi est-ce que vous avez tenu ce carnet pendant plusieurs années et pourquoi décider de le rendre public aujourd'hui? J'ai, commencé ce carnet sur le conseil d'une amie pour, ne jamais oublier, ce que j'ai vu, des faits qui m'ont choquée et voilà aujourd'hui, j'aimerais que les choses soient rendues publiques pour que les gens sachent et peut-être pour aider les policiers comme moi qui veulent juste faire leur travail à pouvoir se libérer, parler, dénoncer les choses, qu'ils voient. Pourquoi aujourd'hui c'est compliqué de parler quand on est policier? C'est compliqué de parler quand on est policier, parce que, on a personnellement, je trouve qu'il y a la pression des collègues. Hem, il faut suivre un mouvement pour être, intégré dans un groupe. Dès lors qu'on a un peu sa façon de penser différente, on est un peu écarté, mis à part. Vous aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez apporter et qu'est-ce que vous dites justement dans ce carnet qui peut apporter à ce débat? En fait, le livre, je le sors pas pour le lire, le soir chez moi. Je le sors uniquement quand j'ai vécu, une situation, je note et du coup quand je note mon anecdote, bah, je revis ma situation et ça me fait beaucoup de peine d'ailleurs. Après les attentats, il y a beaucoup de collègues qui se sont lâchés, sur les, personnes d'origine maghrébine, sur le faciès. Une des premières phrases qui m'a choquée, c'était, une collègue qui a dit, on était en surveillance, devant les commissariats et elle a dit à un collègue, «Si tu me passes le PM, le premier bougnoule que je vois, je lui tire dessus direct». Le PM, c'est... Le PM, le pistolet mitrailleur. Bah, en fait, à chaque fois que j'entends des choses comme ça, j'ai une boule au ventre et je me pose une question: «Est-ce que je réagis? Est-ce que je réagis pas?» Et j'ai pas assez de courage pour réagir, en fait. Donc j'ai rien dit bêtement. Mais du coup, pour pas oublier, je l'ai noté. Je sais que voilà, par exemple, celle-ci, c'était la fête de l'Aïd et du coup, moi, je travaillais ce jour-là et on était sortis en patrouille et comme, bon, ce jour-là, dans beaucoup s'habillaient en tenue traditionnelle. Donc dans les rues, il y en avait beaucoup habillés avec des djellabas et des tenues, de leur pays et il y avait un collègue qui a dit: «Regardez-moi comment ils sont habillés ceux-là, il faut les surveiller de près, ça va devenir des futurs djihadistes». Heu, voilà, quand on entend un policier dire ça, franchement, moi, j'ai eu un choc. Il associe, la djellaba à djihadiste, malheureusement, alors que c'est juste un vêtement, en fait, c'est juste une robe et l'enfant tout innocent qui n'avait rien fait, il se fait insulter de djihadiste. Donc voilà, encore une fois, je n'ai pas réagi ce jour-là, mais je l'ai noté et c'est une phrase qui me choque toujours autant. Et il y a aussi ces petites violences du quotidien, ces contrôles aux faciès, justement, ces humiliations quotidiennes que subissent les jeunes Arabes et les jeunes Noirs dans ce pays. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, c'est quelque chose en fait, quand on est dans un véhicule, déjà de police, donc déjà en patrouille, on cherche à faire de l'initiative, donc à chercher des infractions, contrôler les citoyens. On doit contrôler, suite à une infraction et moi, ce que je voyais souvent, c'était, déjà, les collègues ne cherchaient pas forcément des infractions, mais regardaient, dans l'intérieur du véhicule, la tête que pouvaient avoir les gens. Souvent, c'est du faciès. Ça, c'est interdit. Ce qui est très dérangeant, avec certains collègues, c'est que dès qu'ils voient des jeunes dans une voiture,
avec des casquettes ou des joggings. Ils appellent ça déjà une voiture de bâtard. Et ils sont contents. Il y a une joie qui commence à venir. Comme si qu'ils avaient trouvé un billet de 100 euros. Et jackpot, on a trouvé la voiture à contrôler. Et il y a des bâtards, on y va. Donc à partir de là, ils vont la suivre et attendre qu'ils commettent une infraction pour être dans les règles, ou bien tout simplement aller contrôler et trouver l'infraction après. Alors justement, le contrôle au faciès, normalement, c'est quelque chose qui est interdit. On contrôle quelqu'un pour une raison précise ou sur la demande du procureur à un certain endroit, un certain périmètre bien défini, par exemple une gare dans un plan Vigipirate, etc. Quand un policier décide, dans votre brigade, de contrôler une personne arabe, une personne noire, sans aucune raison apparente, comment ça marche? Je veux dire, comment on peut techniquement contrôler quelqu'un qui n'a rien fait et sur qui on n'a aucun soupçon? En fait, déjà, ça commence dans le véhicule. Déjà, moi, ce qui m'a me choqué, c'est que ça choque personne dans le véhicule, à part moi. Après, je sais pas ce que pensent les gens intérieurement, mais en tout cas, ils suivaient le chef de bord qui voulait faire un contrôle au faciès, comme si c'était naturel, comme C'était prévu, c'est-à-dire en partant du commissariat, en montant dans le en véhicule, fait, c'est même pas quelque prévoit chose. de le faire. C'est même pas quelque chose qui se prévoit. C'est moi, je l'ai vécu comme ça, comme si c'était la mentalité, c'était normal, c'était la norme. On est dans des villes souvent où il y a beaucoup de maghrébins, de personnes noires, des personnes issues des minorités. C'est logique de contrôler tous les noirs qu'on voit, tous les maghrébins, tout. J'ai une fois entendu un collègue qui disait: je vais pas perdre mon temps à contrôler monsieur tout le monde, alors que j'ai plus de probabilité de tomber sur un délit si je contrôle un arabe. Les contrôles au faciès, ils le tournaient un peu à l'humour en me disant: regarde, tu paries, on va contrôler ces deux noirs, tu verras, il y aura forcément quelque chose. Et moi, je me suis dit: bah vas-y, tu verras, il y aura rien. Tu contrôles comme ça parce qu'ils sont noirs, bah vas-y, il y a pas de souci, mais vas-y, on le fait, il y aura rien. Et du coup, on les a contrôlés. Et je me suis dit: j'ai prié pour qu'il ne se passe rien. Et il s'est rien passé, ils avaient rien à se reprocher. Et du coup, je lui ai dit au collègue: bah tu vois, tes probabilités, elles fonctionnent pas. Oh, il m'a dit: tu verras le prochain. Après, malheureusement, dans cette situation-là, j'arrive pas forcément à affronter mes collègues. J'ai pas envie, j'ai peur des conséquences, qu'on me catégorise, qu'on me mette de côté, qu'on me bloque dans ma carrière, etc. Donc c'est pas quelque chose de simple. Vous parlez de mentalité, de choses qui se font un peu instinctivement parce que c'est comme ça, parce que c'est la banalité, mais il y a aussi des choses qui sont réfléchies, il y a une stratégie. Nous, on a feuilleté un peu ce carnet, il y a une citation, une situation qui me semblait assez significative. Vous dites, aujourd'hui, lors d'un contrôle sur des gamins, il y a un policier qui dit: ce qu'il faut, c'est qu'ils se sentent pas à l'aise pendant le contrôle. Il faut leur faire sentir la peur. Je me souviens de ce jour, oui, où il y avait une bande d'enfants qui marchaient sur le trottoir. Des enfants, je pense âgés de 14 ans à peu près, entre 10 et 14 ans maximum, qui marchaient sur le trottoir, qui n'avaient pas commis de délit, ni de crime, ni aucune infraction. Et on s'arrêtait net devant eux, comme si qu'on avait repéré le groupe à contrôler. Ils étaient pas méchants, ils n'avaient pas l'air méchants en tout cas. Donc je me suis demandé quel est le motif. Et on est descendu, donc j'ai suivi mon groupe. Ils les ont mis contre le mur et voilà, eux ils rigolaient un peu parce que voilà, c'était des enfants. Je pense que c'était des rires un peu bêtes. Et le policier leur disait pourquoi tu rigoles toi, ferme-la. Et moi quand je lui ai dit mais pourquoi tu lui parles comme ça? Il a rien fait de mal. C'est là qu'il m'a dit bah ce qu'il faut c'est pas qu'ils soient à l'aise, il faut qu'ils sentent la peur. Il faut que la peur soit de leur côté, pas d'une autre. Et voilà, moi, j'étais pas d'accord avec ça. Pour moi, c'est pas comme ça que j'ai envie que les citoyens perçoivent la police. Pour moi, au contraire, il faut mettre à l'aise les gens pour qu'ils aient confiance en nous. Et du coup, je lui ai dit, moi, je suis pas d'accord. Je lui ai dit, je vais répéter ce que je viens de vous dire. Et on n'était pas d'accord. Donc moi, j'ai arrêté de parler. Ça sert à rien. Mais Il voulait quoi, créer une sorte de peur dès l'enfance pour ces jeunes-là. Mais du coup, ce que vous dites, c'est que ça brise totalement le rapport entre la police et ces enfants qui vont grandir. Plus tard, faut pas s'attendre à ce que... exactement. Je comprends pas pourquoi
il veut créer déjà une atmosphère de peur. Au contraire, quand ils sont enfants, il faut leur montrer qu'ils peuvent avoir confiance en nous. Et pourquoi, selon vous, donc, ce policier voulait, à ce moment-là, que ces enfants grandissent avec cette sorte de peur de la police? Bah, vous savez, je me pose encore la question, parce que moi, j'ai pas cette façon de penser, donc je ne comprends pas pourquoi il pense comme ça. Pourquoi il veut créer une atmosphère de peur? Je sais pas, peut-être qu'il a besoin de s'imposer, de se sentir important, de faire peur. C'est dommage parce que c'est pas ça la police. C'est pas faire peur. Au contraire. Donc, point d'interrogation, je sais pas. Il y en a qui aiment faire les durs, il y en a qui aiment provoquer. Par exemple, quand on patrouille et quand on passe devant des groupes de jeunes qui fument une chicha, par exemple, ça arrive que des jeunes disent la police ou les poulets. Voilà, c'est la vérité, il y en a qui sont comme ça. Il arrive aussi que les jeunes ne fassent rien, qu'ils soient dans leur coin, qu'ils fument leur chicha sans déranger personne. Et le collègue, il va repasser encore devant. Et une troisième fois, pour essayer qu'il y ait quelque chose, parce qu'il n'a rien d'autre à se mettre sous la dent pour la soirée. Et il va s'arrêter, il va descendre et il va se dire bon allez, on va les contrôler. Cette situation, je l'ai vécue. Hein. Ça se passait bien et il fallait qu'il y ait quelque chose pour que ça monte. Donc il va commencer à lui dire tu me tutoies pas, alors que lui-même le tutoie. Ou il va commencer à trouver un petit truc pour faire monter la tension. Et c'est vrai que le jeune devant, déjà, il est, il est pas serein. Donc c'est facile de provoquer quelqu'un, en fait. Ces situations de racisme, donc, elles touchent les citoyens, les habitants des quartiers populaires, mais elles touchent aussi les policiers, et des policiers qui sont d'origine arabe, d'origine noire. Vous le racontez aussi dans votre carnet, vous avez des situations dont vous pouvez nous parler? Oui, il m'est déjà arrivé de vouloir dire bonjour à un collègue, comme on dit bonjour à tous les collègues, voilà, et qui me disent non, moi je dis pas bonjour aux Arabes. Et il y a des fois où on peut sentir que c'est ironique parce qu'il y en a qui peuvent faire des blagues un peu, un peu racistes sur les bords, même si moi ça me fait pas rire, mais bon. Et là, j'ai pas senti d'ironie en fait. Le collègue, il était très fermé, il était très sérieux dans sa réponse. Sinon, un jour, il y a un collègue qui est revenu de ses congés et il a sorti comme ça, naturellement. Ça fait du bien de rentrer en province. J'ai pas croisé un seul bougnoul. Je me suis dit, c'est sympa pour les collègues bougnoules, en fait, qui... Il a pas envie de nous voir. À partir de là, je me suis dit qu'il y avait quand même une certaine mentalité et j'ai espéré que ce soit pas tout le monde comme ça. C'est dans le début de carrière, ça. Et au fur et à mesure, en fait, j'ai vu que c'était souvent la même mentalité. Heureusement, pas partout. J'ai pu me retrouver dans des endroits où j'étais bien, avec des personnes qui gardaient pour eux les choses, donc où on peut pas voir comment ils pensent. Mais dès il y aura par exemple un maghrébin, enfin une personne d'origine maghrébine, un noir ou, ou quelqu'un qui a un accent, ça va créer une situation de gêne pour ma part, où je sais qu'il y aura une remarque raciste qui va arriver. Et j'appréhende toujours en T'es fait. déjà mal à l'aise. Voilà, je suis mal à l'aise parce que je sais que ça va arriver et que je vais pas pouvoir parler parce que j'ai pas le courage de parler. Et excusez-moi. Je suis désolé. Parce qu'en fait, du coup, je revis les situations. Par exemple, il y a une fois où il y avait beaucoup de personnes sur le banc d'origine africaine et il y a une collègue qui a dit ça sent fort l'africain ici. Comme ça, elle a dit ça, comme si qu'elle sentait qu'elle va renifler une odeur, quelconque, et elle va faire une remarque sur cette odeur. Et ça n'a choqué que moi. Enfin, je sais pas si ça n'a choqué que moi, en tout cas, j'ai vu personne réagir. C'est une atmosphère qu'on ressent en fait. On ressent que c'est une atmosphère un peu facho, quoi. Déjà, il y a des blagues racistes. Après, je pense que
dans plein de milieux, on en fait, mais je sais pas, j'ai l'impression que il y a une pointe de vérité à chaque fois. Sauf que le problème, c'est quand on est cible de ces blagues racistes, bah moi, je sais pas comment font les autres, mais moi, ça me fait pas rire. Et il parle souvent du Front National et où voilà, il complimente un peu le Front National, les différentes figures du Front National. Une fois, il y a un collègue qui m'a dit, voilà, on discutait et il m'a dit, moi, je suis raciste, je suis violent, je suis facho, et j'aime pas ceux qui traînent dehors pour ne pas les citer. Et il m'a dit ça, tout fier de lui, et il m'avait dit, c'est d'ailleurs pour ça que je suis en brigade de nuit, je suis pas surveillé, je peux faire ce que je veux. Et moi, je lui ai dit, mais t'es fier de toi? Tu trouves ça normal, ton discours? Et il m'a dit, oui, moi, j'assume pleinement. En fait, je pense qu'on est plusieurs, peut-être qu'il y en a plusieurs dans mon cas. Souvent, je parle avec des collègues en qui j'ai confiance après, et il y en a peu avec qui je me sens bien, où on a à peu près les mêmes convictions, et je leur demande s'ils sont d'accord avec ce qu'ils ont entendu, et ils me disent pas du tout. Mais je lui dis, mais alors pourquoi t'interviens pas dans la discussion? Et ils veulent pas en fait s'opposer à la majorité. Vous avez des exemples, des souvenirs de dysfonctionnements qui sont remontés? Je me souviens d'un moment où une collègue avait entendu des choses, un collègue être raciste envers une autre collègue. Et elle avait fait remonter ça et le collègue en question a tout nié et elle est passée pour une menteuse auprès de tout le monde. Je me souviens aussi que moi-même, j'ai déjà essayé de faire remonter des choses. J'avais parlé cash avec un commandant. C'était bien parce qu'il me comprenait, il était d'accord avec moi. Et ça m'a fait plaisir. Et j'ai pu lui raconter tout ce que j'ai vu, etc. Sauf que il a rien fait, en fait. Et ça s'est arrêté là, en fait. Je me dis que c'est pas à la hiérarchie qu'il faut s'adresser, en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes là. Voilà, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je me dis que ça aura peut-être plus d'impact. Et peut-être que ça éveillera les consciences. Peut-être que les policiers, dans ma position, qui voient des choses intolérables, qui voient des policiers commettre des délits, ils entendent du racisme, mais ne peuvent pas en parler parce qu'ils ont peur. Ça les aidera peut-être à parler, à agir, pour que la police soit meilleure demain. Vous dites donc à tout ce côté-là, quand on est policier, où voilà, il faut suivre, il faut rien dire, etc. Mais ça commence déjà à l'école de police. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce moment-là? Et en fait, j'ai constaté qu'à l'école de police, c'était pire qu'en fait, le recrutement, qui recrutait déjà des personnes avec cette mentalité, avec une mentalité un peu raciste, un peu facho, violente. Bah, des fois, il y avait des remarques de fait dans les cours qui sont intolérables. Et les formateurs ne font rien, ne signalent pas ces comportements. Donc pour moi, le problème, il est là. Il est qu'à l'école de police, c'est aux formateurs de signaler, parce qu'ils ont le pouvoir de signaler ces élèves et de les sortir de l'école avant Donc qu'ils les soient empêcher à affectés. devenir policier. Voilà, c'est là, c'est pas après qu'il faut agir, c'est à l'école de police. Et ça, malheureusement, c'est pas fait. Pourtant, j'ai vu des bons formateurs avec une bonne mentalité, mais qui ne vont pas signaler ces comportements, qui vont en rire, qui prennent pas ça assez au sérieux, ou peut-être que moi je prends trop ça à cœur, je sais pas. Mais il y avait il y avait aussi des bons élèves à l'école de police, avec des bonnes mentalités, il y en a, mais qui vont malheureusement pas s'opposer au groupe. Et souvent, j'en parlais avec eux, et ils me disent clairement qu'ils vont pas s'opposer au groupe, en fait, qu'ils veulent pas rentrer en conflit. Que eux feront bien leur travail, et c'est ce qui compte, mais... Donc en gros, Voilà. le racisme, la violence, c'est pas un critère disqualificatoire pour entrer dans la police nationale. Au contraire, c'est ce que vous dites. Ça pose pas de problème. Je pense pas que ça pose pas de problème, parce que à la base, bah, on peut pas rentrer dans la police avec ce genre de conviction, mais pourtant, ils sont bien là. Donc, je pense qu'il n'y a pas assez de contrôle, ou bien il y en a qui ferment les yeux comme certains formateurs. Mais
Je peux pas dire que le but c'est de faire entrer le maximum de racistes dans la police parce que c'est faux. Vous avez noté dans votre carnet quelques exemples, vous pouvez nous en donner quelques-uns. Qu'est-ce que vous avez entendu en école de police? Moi j'ai vu beaucoup de formateurs, donc des formateurs de sport qui prônent un peu la violence quand même, qui nous apprennent à foncer dedans, à être violent. Et voilà, moi je suis pas pour ces méthodes. Et même, enfin, même quand on en parlait aux autres formateurs, qui eux, en fait, il y a des formateurs généralistes qui nous apprennent la théorie et il y a la pratique. Quand on en parlait à ceux qui apprennent la théorie, ils sont contre ces méthodes aussi, mais bon, il y a personne qui fait rien. Et par exemple, dans les cours de boxe, voilà, ils nous disent, vous faites comme si c'était un manifestant et vous tapez dessus. Voilà, et voilà, ça fait rire tout le monde. Parce que voilà, il y a une bonne ambiance, ça fait rire tout le monde, mais moi, je prends ça au sérieux, en fait. Ça me fait pas rire parce que je pense qu'il y a des manifestants, en fait, qui sont victimes de ça et ils voudraient pas rire de ça. Donc on banalise en quelque sorte ces violences déjà dès l'entrée à l'école de police. Voilà, C'est rigolo de taper sur un manifestant. voilà, ils sont même, ils sont fiers de montrer, voilà, qu'ils sont violents. Limite, c'est le concours de celui qui va taper le plus, qui va se faire saigner, etc. C'était vraiment spécial. Le souci, c'est que en fait, les collègues, ils en parlent naturellement, comme si c'était normal, comme si le manifestant méritait. On est très peu à défendre cette injustice, on va dire, du côté du manifestant, ou être objectif, ouais, objectif. Parce que, bien sûr, il y a des règles et que une manifestation, faut pas qu'elle dégénère, mais voilà, on peut faire ça sans violence. Et il y a des cas où voilà, la police ne respecte pas les règles, elle est violente. Pour vous aujourd'hui, le maintien de l'ordre, la gestion du maintien de l'ordre dans les manifestations ces dernières années, pour eux, ça a dérapé, c'est ça? Moi, de ce que j'ai pu voir, en fait, la plupart des policiers qui sont en maintien de l'ordre, déjà, c'est ceux qui veulent que ça bouge. C'est des policiers qui aiment, pas qui aiment la violence, mais des policiers qui veulent, voilà, ils sont pas là pour être dans un bureau, en fait. Et la plupart des policiers qui font ça, ils aiment faire ça. Quoi, pour eux, si la manifestation dégénère pas, ils sont déçus. Bah ouais. Et d'ailleurs, j'ai déjà entendu ça. On parlait, en fait, il y a un moment où, pendant le confinement, c'était assez calme. Et il y a des policiers qui étaient déçus. Et je leur ai dit, bah tant mieux si c'est calme, ça veut dire qu'il y a pas de délit, il y a pas de crime, il n'y a pas d'infraction. Ça veut dire que tout va bien, tout se passe bien si c'est calme. Et le policier m'a dit, non, nous, ce qu'on veut, c'est des émeutes, on veut que ça bouge. Et après, voilà, j'étais choqué sans être choqué parce que je les connais, je sais qu'ils veulent ça. Mais ça m'a quand même choqué. Et je me suis dit, c'est pas possible, on peut pas faire ça. On peut pas mettre des policiers comme ça sur le terrain qui veulent, qui veulent des émeutes. Je sais que les policiers, ils sont contents quand ils lancent des grenades. C'est leur trophée. À la fin, ils ramassent la grenade et ils sont contents. Et voilà, la plupart, ils aiment les violences urbaines. Quand il y a un peu d'action, ils sont contents, il y a de l'adrénaline, ils se disent ah super, il y a des violences, on se rapproche, on y va en renfort. Et ils reviennent en disant c'est bon, j'ai tiré ma grenade, j'ai tiré mes cartouches de LBD, et ils sont contents, ça leur fait plaisir. Par exemple, vous avez déjà fait des auditions de garde à vue, de gardé à vue, que ce soit après des manifestations ou simplement sur la sécurité publique normale. Parfois, il y a des violences qui sont commises à l'encontre de personnes gardées à vue. Comment ça se passe dans ces moments-là? Ces moments-là, c'est que du off. C'est pas tout le monde qui fait ça, il y en a qui ne font pas ça, mais je sais qu'il y a des chefs de poste qui aiment bien mettre des claques dans les cellules. Quand ils sont un peu saoulés par le bruit, quand ça tape un peu trop fort dans les cellules, bah, pour régler ça, ils y vont et ils vont taper le gardé à vue. C'est des pratiques courantes pour certains. Il y en a qui veulent juste être tranquilles au poste, qui veulent pas que ça dégénère, hein. Mais je sais que souvent, et beaucoup en brigade de nuit, comme il n'y a pas de hiérarchie, souvent, quand on laisse un gardé à vue le soir, bah, il est normal, et le lendemain, on le récupère avec des bleus sur la tête. De ce que j'ai pu voir,
Les chefs de brigade, ils ferment les yeux. Je pense qu'il y a trop de collègues qui font, dans ces situations, ils peuvent pas dénoncer tout le monde, ils vont perdre leur effectif. Un policier qui va taper, sortir son bâton et taper, c'est un policier qui a pas peur, qui va dire voilà, moi je suis pas faible, je sais m'imposer, je sais me faire respecter. D'ailleurs, il y a une fois où il y a une collègue qui avait frappé un individu qui était menotté. Et quand on lui a dit mais pourquoi tu fais ça? Il est menotté. Elle m'a dit bah, il m'a insulté, moi je me fais respecter. Je ne laisse pas passer une insulte. En fait, je me dis que le dialogue, ça sert à rien de parler, de raisonner ce genre de personnes. Je préfère ne pas parler avec eux. Les chefs étaient au courant de ça. Tout le monde était au courant. Il y avait même la hiérarchie qui avait vu. Voilà, ça n'a dérangé personne, elle n'a pas eu même pas de sanctions en interne, rien du tout. Il y en a certains certains OPJ qui vont dire ouais, mais tu mérites, tu fais que crier, tu fais que taper, tu mérites bien ça. Et d'autres qui vont penser que ça va trop loin et qui vont aller voir le collègue en disant mais pourquoi tu fais ça? Mais voilà, en général, ça monte pas à la hiérarchie, sauf si c'est le commissaire lui-même qui va constater ça par hasard s'il passe au poste. Mais en général, ça reste en off, entre collègues. Comment ça se passe? C'est-à-dire que quand il y a un policier qui tape une personne, ben, elle va écrire dans son procès-verbal que la personne a été violente, etc. Et quoi, les collègues vont automatiquement aussi faire des faux? Ou est-ce que c'est la personne qui va leur demander? Comment ça se passe dans ces moments-là? Dans ces moments, en fait, il faut savoir que les policiers ils sont très soudés. Ils sont très très solidaires entre eux. Quand le groupe se suit, quand ils ont les mêmes convictions, ils sont très solidaires. Euh, Quand il y a un individu qui va être tapé sur la voie publique et amené en garde à vue, et qu'il faut dire la vérité sur le PV, bah, moi j'ai déjà vu des policiers qui vont modifier la vérité, et en fait, ça se fait naturellement. Ils réinventent l'histoire pour la rendre correcte. C'est pas tout le monde qui fait ça. En fait, il y a des policiers qui vont dire faut assumer ce qu'on fait pour pas avoir de problème. Si tu lui as mis une patate, tu le marques, on expliquera pourquoi. Il y en a certains qui font ça, il y en a beaucoup qui font ça. Il y en a d'autres qui vont pas assumer leur acte et qui vont modifier la vérité. Je l'ai vu aussi. En fait, j'ai vu les deux. J'ai vu les deux. Vous nous parliez donc des personnes gardées à vue qui parfois pouvaient être victimes de violences et parfois des policiers qui maquillaient des procédures et qui commettaient des fautes en écriture publique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de ce que vous avez vu concrètement, de cas que vous pouvez nous... En fait, déjà, faut savoir que quand c'est des personnes qui sont tapées dans les cellules de garde à vue, il n'y a pas de procès verbal, c'est que du off. En fait, il est déjà interpellé, il est déjà dans sa cellule, et n'importe qui peut aller le voir, lui parler, ce sera jamais écrit quelque part. Il y a des caméras en garde à vue? En fait, c'est pas enregistré, je sais pas si c'est partout pareil, mais dans les services que j'ai faits, c'est pas enregistré, on les voit, c'est juste pour surveiller. Donc, en fait, il y aura jamais de traces. Il faut tomber sur un bon OPJ qui va faire son travail correctement pour que la personne qui a subi des coups ait justice, quoi. Alors, on a beaucoup parlé de racisme. Vous en avez été vous-même victime et témoin. Est-ce que vous pouvez aussi nous parler du sexisme dans la police? On sait que c'est quelque chose qui est très prégnant. Est-ce que vous pouvez nous... Alors ça, c'est devenu la banalité de mes journées. Déjà, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes dans la police, ou en tout cas sur le terrain. Peut-être qu'il y a plus de femmes dans les bureaux, mais sur le terrain, il y a plus d'hommes. Donc quand on est dans un véhicule, on est avec 2 hommes ou 3, et on est là. Quand on est une fille, on est la seule femme. Tout le temps, les remarques, elle est bonne, celle-là, on va la contrôler, ou que des choses comme ça déplacées. Il y a aussi des collègues qui vont seulement contrôler des femmes pour avoir leur numéro de téléphone, par exemple. Ça, j'ai déjà vu. C'est des petits délires qui se font entre eux. Et quoi, ils les gardent, les numéros, après? Ils les se appellent, disent, ils les on va rappellent? la contrôler, elle est belle, elle est bonne, on va essayer d'avoir son numéro. C'est un petit défi qui se lance. On n'est pas là pour ça, en fait. Ils parlent de leur forme, de leur corps, tout le temps, tout le temps. Il y a beaucoup aussi
d'harcèlement sexuel dans la police envers les femmes. Par exemple, voilà, ils vont être tactiles envers les femmes. Je sais que moi, souvent, on me tirait ma queue de cheval, comme ça, sans me demander. C'est des choses voilà, qui se font naturellement hein, par les hommes, ou qui, on va se faire toucher le dos, les épaules. Et ils vont souvent nous parler de ce qu'on a fait cette nuit, nos pratiques, machin. Je peux pas citer exactement les phrases, mais voilà, c'est des choses très personnelles, très intimes, et ils veulent, voilà, ils nous questionnent sur des choses qui ne les regardent pas, qui deviennent lourdes, et voilà, ça peut être vu comme du harcèlement en fait. En tant que femme, c'est des choses que j'en avais marre de vivre, des réflexions que j'en avais marre de supporter. Par contre, ça, je me défendais, j'avais moins d'appréhension pour parler de ça. C'est un monde de machos, personne ne va signaler ça, c'est quelque chose de normal. C'est même drôle, c'est drôle pour eux. Je sais que la plupart des femmes ne supportent pas ça et ne tolèrent pas ça, mais elles vont pas parler, elles vont rien dire, elles vont subir. Il y en a qui, au contraire, pour se masculiniser un peu, bah, elles vont être dans le même délire que leurs collègues masculins. Malheureusement, le peu de femmes sur le terrain, c'est souvent des femmes un peu bonhommes. Et quand je vais leur dire, mais ça te dérange pas ce qu'il a dit, le collègue? Ils me disent, non, moi je m'en fous, je suis pas faible, il a raison, nan, nan. Et comme si, en fait, en étant offusqué par ça, on était faible. Mais du coup, qu'est-ce que ça donne quand on a des personnes qui sont victimes de violences sexistes, qui viennent déposer plainte, qui viennent dans des commissariats? Comment est-ce qu'elles sont reçues? Souvent, il m'arrivait de voir dans les commissariats les collègues insulter les plaignants de cassos. C'est un terme en fait qui revient souvent pour parler du citoyen qui a des problèmes récurrents, qui nous appelle souvent. Le plus choquant, c'est pas quand c'est dit entre nous, c'est quand certains collègues vont le dire devant la personne, encore un cassos, et sans se cacher en fait. C'est des policiers qui sont censés aimer le service public, le sens du contact, etc., mais qui n'aiment pas, qui n'aiment pas ça finalement, et qui vont même nous dire, quand on est entre nous, nous on n'est pas là pour faire du social, alors que, en fait, si, on est un minimum là pour faire ça. On peut pas ne pas parler avec les gens, ça fait partie de la police, de faire un peu de psychologie, de parler avec la personne pour essayer de l'aider. C'est notre rôle, en fait. Et souvent, il y en a qui oublient ce côté-là et pensent que à la répression, les interpellations, l'emploi de la force. On a quand même l'impression que le policier, aujourd'hui, il se referme vraiment totalement sur lui. Ouais, le problème, c'est la rabelle noire dans la cité, le bâtard, comme ils les appellent. C'est les cassos, c'est le manifestant, le gaucho, c'est le politique, c'est les journalopes, c'est machin. Et on a l'impression qu'il se renferme de plus en plus sur lui. Est-ce que vous pouvez nous en parler? De ce que j'ai pu constater, dans ce monde, il n'y a pas de mal à avoir un entourage police, mais quand c'est trop, je sais qu'il y a des collègues qui disaient qu'ils veulent avoir que des amis policiers, qui veulent pas parler à d'autres personnes, qui veulent rester qu'entre eux. Et ils se côtoient après le travail, bah, ils se côtoient encore et ils voient pas d'autres personnes. Et ils disaient, et en fait, ils finissaient par avoir peur des gens. Ils veulent pas se mélanger, ils veulent même pas aller dans une salle de sport où il y a d'autres personnes, des personnes qui ne sont pas policiers. Ils veulent que tout soit fait police. Tout, ils veulent des garages police, des tout en fait. Et je sais que quand on commande, on va manger dans des kebabs ou etc., dans des grecs, c'est mal vu parce que en fait, pour eux, c'est des endroits que fréquentent les bâtards. Donc, quand il nous arrive, enfin, moi, je sais que moi et des collègues, il nous arrive de commander des grecs, ils vont nous dire: «Ah, tu vas dans cet endroit, mais il y a que des bâtards. T'as pas peur qu'ils te crachent dedans, dans ton grec?» Et ça, en fait, c'est quelque chose qu'on voit souvent. Il y en a qui s'empêchent de commander des pizzas au travail parce qu'ils ont peur qu'on leur crache dedans. Mais en fait, ils se sont fait une idée que tout le monde déteste la police et
Et moi, je leur dis: «Bah non, regarde, on y va, on se présente, on est gentil, je mange, souvent, ici, dans ce grec, tout se passe très bien, tu dis bonjour, tu reçois ta commande et tout se passe bien». Et souvent, ils sont comme vous dites, ils se Ils ont referment. l'impression que tout le monde est leur ennemi, quoi. Ils sont vraiment, ouais, voilà, ils se referment dans leur bulle police et ils ont plus de contact avec les gens, normaux. Est-ce que vous vous attendiez à ça quand vous êtes entré dans la police? Est-ce que c'était l'image que vous aviez de la maison? Non, pas du tout. Quand je suis entré dans la police, moi, je voulais voir l'envers du décor, je voulais voir comment ça se passait. Ça m'intriguait, j'ai toujours, voulu, savoir comment ça se passait, ça me passionnait. Ça m'a pris à peu près, 1 an pour réaliser vraiment, où j'étais tombé. Et c'était de pire en pire, en fait. J'ai dû, me mettre en arrêt maladie, plusieurs fois pour des longs moments, pour, essayer de comprendre ce que je faisais là. Est-ce que je continue? Est-ce que je continue pas? Je suis entré jeune, donc j'étais pas prête à ça. Je m'attendais pas à ça. Ce carnet, quand je l'ai écrit, je me suis pas dit, qu'un jour j'allais en parler. Je l'ai fait comme ça et je me suis dit: «Si un jour il faut que ça sorte, ça va sortir, ce sera le moment». Et je voulais que ce soit là, que ce soit pas perdu, qu'il y ait des preuves, qu'il y ait des qu'il y ait les preuves, quoi. Et voilà, et je me suis dit: «Je saurai quoi en faire au moment venu». Mais en tout cas, il faut noter tout ça. C'est une amie journaliste d'ailleurs qui m'a conseillé ça. Elle m'a dit, en fait, je lui ai raconté comment je vivais, les choses au quotidien, et elle m'a dit: «Tu sais ça, il faut que tu le notes, il faut que tu le notes, tu marques, tout, la date, l'heure, l'endroit, et ça, c'est des preuves». Elle m'a dit: «Ça, c'est des preuves, donc ne perds pas ce carnet». Et depuis, j'ai ça en tête et je le fais, voilà, sans forcément avoir d'idée derrière la tête, mais je note. Et moi, ça me permet de me libérer à quelque chose, de faire sortir un peu, ce que j'ai pour pouvoir affronter ma journée du lendemain. Aujourd'hui, vous témoignez anonymement. C'est une première étape pour vous. C'est quoi la suite, justement? Est-ce que demain, vous allez témoigner à visage découvert? Est-ce que vous allez quitter la police? Est-ce que vous allez continuer à tenir ce carnet? C'est quoi la suite? Pour moi, la suite, déjà, j'espère qu'elle ne viendra pas de moi, mais la suite, c'est déjà pour les policiers de se réveiller, de ne pas avoir peur. Si vous voulez que ça change, que les choses changent, si vous voulez que vos enfants soient dans un monde où la police ne soit pas violente, pas raciste, commencez par dénoncer vos collègues, ce que vous entendez, ce que vous voyez d'injuste. Je ne sais pas si un jour je pourrais, parler à visage découvert, j'aimerais bien, mais je pense ne pas être prête. C'est parce que je sais comment ça va se passer, je sais que je vais être mal, reçue par mes collègues, je vais sûrement être victime de menaces, je vais être vue comme la balance. J'aurais voulu, pouvoir montrer mon visage et être fier de faire ça aujourd'hui, mais malheureusement, pour le moment, c'est la meilleure des solutions pour que la vie continue normalement, pour moi en tout cas. Je vois encore ma carrière dans la police. Je pense que c'est avec des policiers comme moi que les choses peuvent changer. Si tous les policiers comme moi, démissionnent, ça ne changera jamais, en interne en tout cas. Donc j'encourage ceux qui voient ça, qui sont témoins de ça, d'être forts et de garder leur poste et essayer de faire en sorte que les choses changent. Merci beaucoup d'avoir témoigné. Merci de nous avoir apporté ce carnet. Je précise qu'il a été modifié pour pas qu'on puisse le reconnaître. Merci beaucoup. Merci.